Alors bonjour tout le monde, merci d'être présent en si grand nombre. Aujourd'hui, on va discuter de la vente d'entreprise dans un contexte de fiducie collective des employés et de management buyout. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, mon associé et moi, Hugo Patnaud, avons donné une conférence sur la fiducie collective des employés. Puis depuis notre présentation l'année dernière, il y a eu plusieurs changements qui ont été apportés pour mener jusqu'à l'adoption, dans le fond, de la loi qui est aujourd'hui en vigueur relativement aux fiducies collectives des employés. Donc aujourd'hui, ça se veut vraiment un petit peu une mise à jour de ce qui a changé, mais aussi on voulait mettre la fiducie collective des employés qu'on va appeler FCE là, pour les fins d'allègement de la présentation. On voulait la comparer un petit peu à d'autres options d'acquisition par les employés, notamment l'option qui est un peu plus connue du management buyout. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va tenter de faire, là, un petit peu de comparer dans différents scénarios les deux options. Puis juste une petite introduction rapide d'un contexte économique. Le contexte économique et social dans lequel vient s'inscrire ce mode en fait de détention-là ou ce mode de transfert d'entreprise, c'est que dans le fond, il est prévu que 76% des propriétaires d'entreprises au Canada prévoient transférer leur entreprise et se retirer des affaires dans les 10 prochaines années. Donc, c'est un énorme transfert d'entreprise qui est en train de se préparer. Et puis, seulement un de ces propriétaires-là sur 10 avait un plan de succession qui était mis en place. Il y a des sondages, des études qui ont été faits qui démontraient que la priorité et la préoccupation principale de ces entrepreneurs-là, à raison là, de 90%, c'était de protéger les emplois de l'entreprise. Alors, dans un contexte comme ça, on peut imaginer là, que ça peut être intéressant de venir favoriser, avec par exemple des allègements ou des incitatifs fiscaux, ce type de transfert-là, plutôt que, disons, de vendre à un tiers pour justement maintenir plusieurs des avantages d'avoir la compagnie au sein, dans le fond, d'une structure détenue par les employés. Alors, il y a des études qui ont été menées par le Canadian Employee Ownership Coalition qui démontraient notamment là, que la détention par des employés ou une structure d'employés venait notamment augmenter le salaire, la richesse des employés, évidemment, augmenter la croissance et la productivité des entreprises, permettre de maintenir, comme on peut s'y attendre, les emplois localement et également donner une meilleure résilience à l'entreprise là, en cas de récession et même une amélioration de la performance à la sortie d'une récession. Je vais aller très vite là-dessus, là, d'un point de vue, évidemment, personnel. C'est sûr que les entrepreneurs peuvent avoir un sentiment d'attachement qui va justifier qu'ils vont privilégier la vente à des employés. Ils peuvent avoir des fois une obligation morale, un désir de récompenser la loyauté d'employés. Mais également, si on compare la fiducie collective des employés, le management buyout, c'est également deux situations où on va avoir, disons, des considérations similaires d'un point de vue, disons, économique. Donc, souvent, c'est des situations où on va avoir besoin de beaucoup de financement externe parce qu'on n'aura pas beaucoup de capital, disons, à investir au niveau des employés. Mais également, ça va peut-être nécessiter un investissement ou plutôt un financement qui provient du vendeur lui-même et qui va nécessiter justement là, de prolonger le paiement du prix de vente. Alors ça, c'est des facteurs qui sont communs, disons, aux deux types de structures. Je vais passer la parole à Romy. Merci. OK, super. Donc, rapidement, un management buyout, c'est essentiellement un transfert d'entreprise interne, là, plus spécifiquement une acquisition de l'équipe exécutive, de la totalité ou d'une partie significative des actions de l'entreprise pour laquelle il travaille, ou du moins de la majorité des actions avec droit de vote. Le management buyout, ça implique souvent un apport en capital des cadres là, qui va certainement venir les motiver à assurer le succès futur de la société, mais reste que c'est un apport qui est généralement assez modeste là, en comparaison avec la valeur totale de la transaction. Alors, c'est une acquisition qui est normalement financée par un fort effet de levier. Et puis, dans la mesure où le financement par voie de dette est prédominant, là, la rentabilité future de l'entreprise devient une considération super importante au moment de l'acquisition. Mais en même temps, les cadres qui participent à l'acquisition ont généralement une bonne vue là, sur le potentiel de valeur de l'entreprise, puis ils ont une vision d'affaires qu'ils souhaitent mettre en place. OK. Donc, en comparaison, la fiducie collective des employés, elle se présente comme un nouveau véhicule juridique là, dans l'univers des transferts internes d'entreprise qui permet aux employés de faire l'acquisition puis de prendre le contrôle de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. La fiducie, c'est l'entité juridique qui va détenir les actions au bénéfice des employés.
Et en utilisant une FCE, bien, aucun emport financier des employés est nécessaire. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs adaptations qui ont été faites à la loi de l'impôt dans le but de venir encourager le financement interne ou le financement par le vendeur au moment de l'acquisition. Donc, comme le management buyout, c'est aussi une acquisition qui repose fortement sur un effet de levier. Après l'acquisition, c'est la fiducie qui va recevoir les bénéfices générés par la société, qui, elle, va les redistribuer à ses bénéficiaires, là, les employés. Et les distributions vont devoir se faire selon des formules qui ont été préétablies. Puis, faute de distribution, c'est la fiducie qui s'impose. C'est une fiducie imposable, donc au taux marginal là, des particuliers. Donc, juste avant de rentrer dans les détails, on voulait donner un bref aperçu des particularités ou des allègements qui accompagnent le concept de fiducie collective des employés. Puis, je vais seulement souligner les nouveautés depuis le Congrès 2023, mais vous les avez à cette étape-ci et la suivante. Alors, bon, on est venu soustraire les FCE de l'application de l'impôt minimum, puis on est venu préciser qu'un changement au niveau des fiduciaires entraînerait pas une acquisition de contrôle de la société qui est contrôlée par la fiducie. Alors, pour ce qui est du vendeur, on est venu mettre en place la nouvelle DGC là, qui va permettre au vendeur d'exclure un gain en capital allant jusqu'à 10 millions de dollars. Et autrement, on est venu exclure les FCE de l'alinéa 251.1b pour limiter les complications là, que les règles de lien de dépendance avec une fiducie venaient créer dans l'application des différentes définitions. Et je vais juste mentionner aussi que les dispositions qui se rapportent au FCE sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier, même si le dernier projet de loi, C-69, qui a modifié la loi de l'impôt pour ajouter la DGC, a seulement été adopté en juin. Donc ici, rapidement, c'était juste pour illustrer un peu les modèles standards d'acquisition auxquels on va faire référence. À gauche, on voit, dans le cadre d'un management buyout, une équipe de direction qui acquiert directement le contrôle de la société cible. Puis à droite, une prise de contrôle par la fiducie. Et ici, une variante des mêmes structures, mais dans les deux cas, l'acquisition se fait par une acquisico. Alors, le fonctionnement d'une acquisition d'actions par une fiducie collective des employés là, tourne autour de trois concepts fondamentaux qui sont des termes définis à 248. On parle du transfert admissible d'entreprise, l'entreprise admissible et la notion même de fiducie collective des employés. Puis chaque définition contient une série de conditions qui est quand même essentielle de bien comprendre là, pour être en mesure de déterminer quelle structure d'acquisition est la plus appropriée dans les circonstances. C'est une détermination qui est super factuelle. Alors, je vais présenter chacune des définitions, là, même par souci d'économie de temps, je vais me concentrer sur les points qui, selon nous, méritent d'être réfléchis. Alors, pour la définition de transfert admissible d'entreprise, c'est quand un contribuable dispose des actions d'une société en faveur d'une fiducie ou d'une SPCC qui est détenue à 100% et contrôlée par la fiducie. À noter ici qu'on parle de contribuable au sens large, mais que pour avoir droit à la nouvelle DGC, le contribuable qui dispose doit être un particulier. Donc, juste de garder ça en tête. Ensuite, il y a une série de conditions à respecter avant, pendant et après la disposition. Immédiatement avant la disposition, il faut que la totalité ou presque de la JVM des actifs de la société soit attribuable à des actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société ou par une société que la première société détient à 100%. Donc ça, c'est une des conditions à laquelle on va revenir assez souvent. Après ça, au moment de la disposition, le contribuable ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la fiducie ou un acheteur, par exemple l'acquisico. Puis ici, je veux rappeler la récente modification là, à l'alinéa 251.1b qui fait en sorte notamment qu'un actionnaire minoritaire qui vendrait des actions à une FCE puis qui serait lié à un bénéficiaire de la fiducie, bien, serait plus réputé avoir un lien de dépendance avec la fiducie. Alors, le vendeur minoritaire ne viendrait pas dans cette situation-là empêcher la disposition de se qualifier de transfert admissible d'entreprise. Après ça, toujours donc au moment de la disposition, la fiducie doit acquérir le contrôle de la société. Et c'est vraiment un point central ici au fonctionnement de la FCE, le fait qu'il y ait une prise de contrôle par la fiducie. Un des effets de cette condition-là, c'est qu'une acquisition par une FCE ne peut pas se faire par tranche. On ne peut pas être dans une situation où la fiducie prendrait le contrôle de façon graduelle sur quelques années. C'est aussi une condition qui peut avoir pour effet de limiter certaines opportunités de financement parce que c'est pas rare qu'un financement important par voie d'équité, par exemple, s'accompagne d'une prise de contrôle ou de droit de vote qui soit accordé aux créanciers.
Alors, en empêchant toute autre personne d'avoir une influence importante dans la société, on vient certainement le restreindre le nombre d'investisseurs qui pourraient être intéressés à financer l'acquisition. Et quand on regarde après la disposition, la deuxième condition, le contribuable ne doit conserver aucun droit ou influence qui lui permettrait de contrôler la société, la fiducie ou un acheteur, tant seul avec une personne liée, affiliée, directement ou indirectement. Et on met encore l'emphase ici sur le vendeur qui doit se départir de tout contrôle dans la société post-acquisition. Et le fait d'exiger ça du vendeur, mais ça peut être un élément qui rend la vente à une FCE moins attrayante pour lui. Parce que d'un côté, on a une structure qui demande au vendeur d'accroître son risque en étalant une balance de prix de vente sur plusieurs années, mais sans lui donner la possibilité de garder un certain contrôle, au moins jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé. Alors, ça peut représenter un risque accru que le vendeur est tout simplement pas prêt à prendre. Mais concernant les conditions donc, de la définition qui s'impose au moment qui est après la disposition, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de fin déterminée à ce moment-là. Alors, les conditions, techniquement, doivent être respectées là, à perpétuité pour que la disposition continue dans le temps de se qualifier de transfert admissible d'entreprise. Puis on peut se demander pourquoi c'est important qu'une disposition continue de se qualifier de TAE dans le futur, 10, 15 ans après la disposition. Bien, c'est que d'avoir un transfert, une disposition qui se qualifie de transfert admissible d'entreprise, c'est une condition sous-jacente à pratiquement tous les allègements là, qui sont accordés au FCE, donc le prêt à l'actionnaire, la provision et la nouvelle DGC. Antoine, je te passe la parole peut-être pour mieux illustrer les impacts des conditions. Oui, donc on a fait des scénarios clés un petit peu pour illustrer certaines considérations par rapport aux règles dont on discute. Donc, on va vous les présenter au fur et à mesure. Donc, dans ce scénario clé, là, on a une situation là, qui, juste pour démontrer qu'est-ce que vous feriez si, par exemple, on avait une situation avec deux actionnaires qui sont 50-50 en vote et valeur dans la société cible, puis qu'il y en a seulement une des deux actionnaires qui souhaitait vendre. Bien, dans une situation comme celle-là, on ne serait pas capable de se qualifier comme transfert admissible d'entreprise en raison justement de la condition que la fiducie doit acquérir le contrôle de la société cible dans le cadre du transfert. Alors, si vous aviez des clients, par exemple, exactement dans cette situation-là, bien, vous savez que vous ne pouvez pas leur recommander la fiducie collective des employés et à contrario, peut-être que vous voudriez leur recommander un management buyout ou une autre structure d'acquisition. Également, dans ce scénario clé, si la vente progressive est également problématique, parce que si, par exemple, la propriétaire de la société cible veut vendre progressivement à ses employés par bloc d'actions sur une certaine période de temps, bien, on ne sera pas capable, encore une fois, dans le scénario qu'on vous présente, d'aller créer une acquisition de contrôle par la fiducie collective des employés. Donc, comme on voit ici, au moment de la première vente, il y a un bloc de 30 % qui est vendu. Au moment de la deuxième vente, il y a un deuxième bloc de, disons, 10 % qui est vendu. Mais la fiducie collective ne vient jamais acquérir le contrôle de la société cible. Donc, dans ce cas-ci, on ne pourrait pas se qualifier de transfert admissible d'entreprise et donc on ne serait pas capable d'aller bénéficier des allègements fiscaux. Merci. Donc, maintenant, concernant la définition d'entreprise admissible, ça reste une définition qui est assez simple. C'est avant tout une société qui est contrôlée par une fiducie et qui est une SPCC. La définition pose aussi là, des limites au niveau de la composition du conseil d'administration puis au niveau des liens de dépendance que l'entreprise admissible peut avoir avec une personne qui contrôlait l'entreprise avant l'acquisition. Je ne vais pas m'attarder davantage sur la définition parce qu'elle n'a pas vraiment changé depuis l'année dernière. Et je vais passer à la définition donc, de fiducie collective des employés. Là. Elle est assez costaude. Alors, donc, c'est une fiducie qui est irrévocable et puis qui, à tout moment, doit remplir l'ensemble des conditions qui sont présentées à l'acétate 16 et aux acétates suivantes. Au niveau des employés bénéficiaires, la règle de base, c'est que la fiducie doit être exclusivement au profit de personnes qui sont chacune soit un employé actuel ou un ancien employé ou même la succession d'un ancien employé, là, si la fiducie le permet. Mais c'est que la définition vient surtout prévoir des exclusions, c'est-à-dire qu'un bénéficiaire, donc un employé, ne peut pas détenir 10 % ou plus de la JVM des actions d'une catégorie en dehors de la fiducie. Il ne peut pas non plus détenir 50 % ou plus de la JVM des actions d'une catégorie
directement, indirectement, seul ou avec une personne liée affiliée. Ici, on parle d'un 50 % ou plus de JVM qui inclut la JVM que le bénéficiaire détient à travers la fiducie. Alors, on voit déjà qu'il y a un peu d'incertitude à savoir comment on va calculer la JVM qu'un bénéficiaire détient à travers la fiducie. Et peut-être aussi faire attention dans des cas où l'entreprise admissible compte seulement un petit nombre d'employés, parce que toute variation du nombre d'employés pourrait avoir un impact important là, sur la détention de chaque bénéficiaire. Une autre exclusion, c'est qu'un bénéficiaire ne peut pas être une personne qui, immédiatement avant le transfert admissible d'entreprise, détenait directement, indirectement, seul avec une personne liée affiliée, des actions ou des dettes dont la valeur représentait 50 % ou plus de la JVM des actions ou des dettes de l'entreprise. Donc ici, par exemple, le classique, c'est que la fille d'un ancien propriétaire qui détenait plus de 50 % de la JVM des actions ne pourrait pas être bénéficiaire de la fiducie. Mais plus encore, c'est que toutes ces conditions-là que la fiducie doit remplir, elle doit les remplir à tout moment. Donc, un bénéficiaire pourrait disqualifier la fiducie dès qu'il forme une union de fait avec une personne qui contrôlait l'entreprise avant ou un enfant. Puis, par rapport à ça, un petit commentaire éditorial, c'est que en pratique, on ne sait pas trop comment les fiduciaires vont faire pour s'assurer de respecter ce critère-là. Parce que comme on sait que c'est un critère qui doit être respecté dans le temps, ad vitam aeternam, puis qui est sans limite, on se dit, bien, les fiduciaires, on ne sait pas comment ils vont contrôler ce fait-là de savoir, bien, est-ce que éventuellement un de mes bénéficiaires de ma fiducie va devenir lié à un ancien propriétaire qui détenait plus de 50 %. On peut penser à mettre une clause générale dans un acte de fiducie qui vient exclure ces personnes-là en disant, bien, tu es exclu comme bénéficiaire si tu deviens lié à un ancien vendeur, par exemple. Mais dans un cas comme ça, comment est-ce que les fiduciaires vont surveiller qui est vraiment en couple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est soudainement devenu lié? Puis, ça se pourrait très bien un scénario où les fiduciaires ne sont pas au courant, qui distribuent les profits de la société en faisant des attributions, par exemple, de dividendes à différents bénéficiaires et qui en attribuent à un bénéficiaire qui est en fait exclu au terme de l'acte de fiducie. Ça nous ramène à ce qui a été discuté ce matin dans l'arrêt Historia, c'est qu'est-ce qui arrive si cette somme-là a été payée sans droit? Est-ce que ça devrait vraisemblablement résulter en un avantage imposable en vertu de 105.1 pour le bénéficiaire sans donner une déduction correspondante à la fiducie? Alors là, en pratique, ça va être un critère qui risque d'être très, très difficile à respecter. Merci. Oui, puis finalement, donc toujours, si je reviens aux exclusions, il y a une nouvelle catégorie de personnes qui ne pourra pas être bénéficiaire. C'est toute personne qui a réclamé la nouvelle DGC relativement à l'entreprise admissible qui est contrôlée par la fiducie ou même toute personne qui est liée à cette personne-là. Et peut-être un point à garder en tête quand on considère toutes ces exclusions-là, c'est que c'est toujours pas clair si tous les employés d'une entreprise doivent être bénéficiaires de la fiducie. À ce jour, il semble y avoir comme deux écoles de pensée. D'un côté, que tous les employés doivent être bénéficiaires, de sorte que si un bénéficiaire se retrouve exclu pour une des raisons qu'on vient de nommer, bien, il devrait aussi cesser d'être employé de l'entreprise, ou que certains bénéficiaires doivent être exclus de la fiducie, mais pourraient continuer à être employés. Donc, ce ne seraient pas tous les employés qui seraient bénéficiaires. Et d'ailleurs, l'année dernière, mes collègues ont posé la question. Je pense que Finance devait se prononcer, mais on est toujours sans réponse sur ce point-là. Si on poursuit dans les conditions de la définition de FCE, donc la participation au capital et aux revenus des bénéficiaires va être déterminée selon des formules de distribution qui vont s'appliquer uniformément ou presque là, à tous les bénéficiaires. Pour établir les formules applicables, la fiducie elle peut utiliser une combinaison de critères là, qui sont présentés ici. Mais c'est surtout concernant le critère du salaire ou de la rémunération versée. Il y a eu une modification à la définition de FCE depuis l'année dernière qui vient maintenant imposer un maximum équivalent à 2 fois la tranche d'imposition marginale. Donc, en 2024, là, on parle d'environ 500 000 $ de maximum. Puis encore dans un scénario clé où on se pose la question, est-ce qu'on fait une FCE, est-ce qu'on fait un management buyout? Bien, disons qu'on a une situation où on a une équipe de direction dans la société cible qui est vraiment essentielle à la pérennité puis à la bonne conduite des affaires de l'entreprise. Puis que, disons, ces employés-là ou certains des employés clés gagnent beaucoup plus que 500 000 $ de revenus annuellement. Bien, ces gens-là vont peut-être être plus enclins de procéder à un management buyout parce qu'ils ne veulent pas être limités à cette formule-là de distribution et de capital d'une fiducie collective des employés, qui ferait en sorte qu'ils seraient vraiment limités dans, disons, les profits qui sont capables de sortir via la fiducie.
Alors, dans un scénario comme ça, on peut très bien imaginer que ces employés-là, ils pourraient dire tout simplement au vendeur, bien écoute, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais quitter l'entreprise si je suis plafonné, disons, et puis que dans le fond, ça vienne complètement éliminer l'option de la FCA, puis qu'on doive plutôt procéder là, avec un management buyout. Je vais passer par-dessus. S'il y a des conditions aussi là, relativement à la composition des fiduciaires sont indiquées ici, ils n'ont pas non plus changé depuis l'année dernière. Concernant le droit de regard, dans le fond, la fiducie, elle accorde à certains bénéficiaires un droit de regard sur la conduite des affaires de la fiducie. Les changements depuis l'année dernière, c'est au niveau des événements qui vont nécessiter une approbation là, des bénéficiaires qui sont les employés actuels. On vise surtout leur approbation spécifiquement. Et ces événements-là, maintenant, sont soit un événement qui aurait pour effet d'entraîner la perte du statut de bénéficiaire d'au moins 25 des bénéficiaires qui sont des employés actuels, soit la liquidation, fusion ou unification de l'entreprise admissible. Mais on exclut ici les opérations qui viseraient uniquement là, des personnes affiliées à l'entreprise admissible. Puis finalement, la dernière condition, c'est à l'effet que la totalité ou presque la JVM des biens de la fiducie doit être attribuable à des actions d'une ou plusieurs entreprises admissibles qui est contrôlée par la fiducie. Puis j'aimerais ici mettre l'emphase sur le fait qu'on parle spécifiquement d'actions d'une ou plusieurs entreprises admissibles et non d'actifs. Donc, ce n'est pas une fiducie qui va pouvoir être capitalisée, puis c'est probablement une fiducie qui va devoir recevoir des dividendes plus régulièrement pour éviter peut-être que les montants soient trop élevés et que les revenus soient dépensés ou redistribués assez rapidement aux bénéficiaires. OK. On propose maintenant de se tourner vers les principaux allégements qu'offre la FCA, là, donc le prêt à l'actionnaire, la provision et la nouvelle DGC, pour mieux comprendre un peu ce que la FCA a à offrir en comparaison avec une transaction de vente dans le cadre d'un management buyout ou autre. Alors, concernant le prêt à l'actionnaire, bon, on sait qu'avec une FCA, c'est possible pour la société cible de financer l'acquisition de ses actions en octroyant un prêt à la FCA sans que la fiducie elle ait à inclure ce montant-là à son revenu, puis sans qu'elle se voit imposer aussi un avantage à l'actionnaire là, pour un montant d'intérêt réputé. Les conditions, vous allez les retrouver à l'acétate ici. Mais c'est ça, un point qui mérite quand même d'être mentionné, c'est que vraisemblablement, l'objectif qui est derrière les modifications législatives qui permettent à une FCA d'éviter l'avantage à l'actionnaire, dans ce cas-ci, c'est de venir encourager le financement interne d'une acquisition. Mais c'est difficile de voir comment ces allègements-là, à eux seuls, peuvent motiver le recours à une FCA pour procéder à l'acquisition versus un autre mode d'acquisition. D'abord parce que de financer une acquisition par voie de prêt à l'actionnaire pose la question de l'application possible du paragraphe 84.2. Puis c'est sûr que si le vendeur doit s'imposer sur un dividende plutôt qu'un gain en capital, c'est certainement un argument qui milite en défaveur là, de la vente à une FCA. Ensuite, tant que l'acquisition se fait par une acquisico, les paragraphes 15.2 puis 80.4.2 sont simplement inapplicables. Alors, ça enlève un peu de poids là, à l'allègement qui est accordé par les nouvelles dispositions. Puis, non seulement ça, mais le recours à une acquisico, c'est sûr que pour l'acquisition des actions, ça permet de rembourser le prêt avec des dividendes intersociétés qui sont non imposables. Alors, dans la mesure où l'acquisition d'une société par ses employés ou l'équipe exécutive, c'est souvent une acquisition qui est lourdement financée par voie de dette, toute opportunité pour rembourser le prêt plus rapidement là, va être sérieusement considérée. Et aussi, juste faire attention aux conditions de la définition de transfert admissible d'entreprise qui exige que, juste avant la disposition, 90% au plus de la JVM des actifs de la société soit attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement. Alors, s'il y a trop de liquidités dans la société cible puis qu'on souhaite s'en servir pour financer une acquisition, on a un problème là, à ce niveau-là potentiellement. OK. Ici, on voit tout simplement là, quand l'acquisition se fait sans acquisico, dans le cas d'une FCA, une des conditions pour obtenir l'allègement, c'est que le prêt doit avoir pour unique but de faciliter le transfert admissible d'entreprise. Donc, ça pose la question à savoir si le prêt va pouvoir couvrir des frais accessoires à l'acquisition et à savoir s'il y a plusieurs sources de financement, est-ce qu'il va falloir faire du traçage là, des montants prêtés pour s'assurer que le prêt à l'actionnaire, lui, là, il a été dépensé en conformité avec le test d'objet imposé.
Alors, tout ça pour dire que l'allègement accordé au FCE relativement au prêt à l'actionnaire, c'est probablement pas l'élément le plus lourd là, dans la balance quand c'est le temps de décider comment structurer l'acquisition. Je te laisse la parole, Antoine, pour les prochains allègements. Oui, OK, c'est bon. Donc, je vais passer rapidement sur le prochain allègement qui n'est pas nouveau, c'est la provision pour gain en capital. Donc, avec les FCE, dans le fond, quand on utilise une FCE, un transfert admissible d'entreprise, et puis qu'il y a une balance de prix de vente, disons, qui est payable au vendeur, le vendeur va être capable de prendre une provision pour gain en capital de 10 ans, donc par rapport aux 5 ans qui est standard. Donc, ça peut être avantageux, ça peut venir justement encourager un financement par le vendeur, puis surtout quand on n'a pas beaucoup de capital au début à investir de la part des employés, puis qui veulent utiliser, par exemple, les rendements ou les revenus annuels de l'entreprise sur une plus longue période pour être capable de payer le prix de vente. Cette mesure-là devrait nous permettre d'accomplir cet objectif-là. Ce qui est important, par exemple, évidemment, c'est que puisque ça doit toujours, on revient toujours à la question là, du transfert admissible d'entreprise, donc la provision pour gain en capital dépend de cette définition-là, alors ça va être très important de continuer dans le temps à se qualifier là, de transfert admissible d'entreprise pour pouvoir continuer à utiliser là, cette provision-là. Parce qu'on imagine une situation où, par exemple, éventuellement, on se disqualifie de TAE, on est, disons, à 7 ans après la vente. Le propriétaire, l'ancien propriétaire, il lui reste une balance de prix de vente à recevoir qu'il n'a pas reçue. Il est déjà à 7 ans de provision. Puis là, soudainement, on se disqualifie de TAE. Il ne peut plus bénéficier de sa provision de 10 ans. Et soudainement, il doit reconnaître là, un gain en capital pour des sommes qu'il n'a pas encore reçues. Donc, ça peut être assez douloureux pour lui. Je vais essayer de passer là, rapidement. On a fait un petit tableau pour comparer, mais je vais avoir le temps de me rendre plutôt à ce qui est vraiment la grosse mesure pour les fiducies collectives. C'est la déduction pour gain en capital pour FCE. Je vais appeler ça DGC-FCE pour faire une distinction avec la DGC qu'on connaît tous, que je vais appeler la DGC standard. Mais donc, la DGC-FCE, c'est une déduction qui permet à un vendeur ou à plusieurs vendeurs de venir exclure jusqu'à 10 millions de gains en capital dans la mesure où ce 10 millions-là, il est réalisé dans le cadre d'une TAE, justement. Donc, on retourne encore à notre définition. C'est important de noter que c'est un allègement qui est temporaire et puis qui, dans le fond, qui est en vigueur cette année, mais qui va prendre fin à la fin de 2026, donc pour les années se terminant avant 2027. Donc, on a à peu près 2 ans et demi, là, si on considère là, le temps que ça a pris pour adopter la loi. Parmi les conditions, on doit être un particulier, le vendeur doit être un particulier, sauf une fiducie. Donc, une société ne peut pas bénéficier de cette DGC-FCE, une fiducie non plus. Par contre, dans la loi, il y a des allègements qui permettent de distribuer les actions. S'ils sont détenus par une fiducie, elle peut distribuer à son bénéficiaire qui est un individu pour que lui puisse vendre. Puis à ce moment-là, ça va nous permettre de rencontrer ce critère-là. Également, un critère très important, c'est qu'aucun particulier n'a déjà demandé une déduction pour la DGC-FCE relativement à des actions qui tirent leur valeur de la même entreprise. Puis ça nous ramène aussi au test de TAE toujours. Donc ça, on va le voir dans les scénarios, mais il va falloir faire attention en cas de vente progressive et également en cas de vente par plusieurs actionnaires. Puis évidemment, bon, la DGC va devoir faire l'objet d'un choix dans l'année où il y a la disposition, un choix qui est conjoint avec la fiducie, l'acheteur corporatif, par exemple notre acquisico, ou le particulier là, qui vend. Ici, dans notre scénario de vente progressive, où ça pourrait être problématique, justement, on voit que première vente d'un bloc par l'actionnaire qui vend 60% de ses actions de société cible à la FCE, dans une année 1, disons, puis dans une année 2, elle vend son bloc de 40%. Disons que les actions à l'origine valaient 10 millions. Donc, ça va être facile. On a un 4 millions de gains qui est généré, disons, sur la première vente, puis on a un 6 millions qui est généré sur la deuxième vente. On se dit, parfait, on tombe dans notre exemption de 10 millions. Mais non, 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 parce que ce qui arrive ici, c'est que la condition que je viens de vous énoncer exige que aucun particulier a déjà réclamé la DGC sur une même entreprise admissible. Et comme ce particulier-là a déjà réclamé la DGC dans une année, bien à ce moment-là, il y a un doute qu'il puisse la réclamer dans une deuxième année puisqu'il y a déjà une DGC qui a été réclamée, même si elle n'a pas été
pleinement réclamé. L'autre scénario clé ici également, dans le cas d'une vente par plusieurs actionnaires, disons qu'on a actionnaire numéro 1 qui détient 60 des actions de la société cible, puis actionnaire numéro 2 qui détient 40 de la société cible. Actionnaire, je pense que vous voyez où je m'en vais, là. Actionnaire numéro 1 vend la totalité de ses actions dans l'année 1, donc elle vend 60 de ses actions à la fiducie collective des employés. Ça va bien, la fiducie acquiert le contrôle, on respecte notre critère principal, disons, d'un transfert admissible d'entreprise. Donc, la première vente se qualifierait de transfert admissible d'entreprise. Mais le deuxième actionnaire, il dit « Ah, ben moi, je ne suis pas prêt, mon 40 je veux le vendre peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Je ne veux pas le vendre en même temps que toi. » Alors, actionnaire numéro 2 décide de vendre son 40 restant à la FCE dans une autre année. Bien, encore une fois, on ne respecterait pas le critère pour l'actionnaire numéro 2 qui exige que personne n'ait déjà réclamé la DGC sur cette même entreprise-là. Donc, seulement la première vente pourrait bénéficier de la DGC FCE, mais pas la deuxième. Et je rajouterais aussi que la deuxième se qualifierait probablement pas de transfert admissible d'entreprise, puisque c'est lors de la première vente que la fiducie a acquis le contrôle de la société cible et pas lors de la deuxième vente. Donc, on serait disqualifié à 2 niveaux. Ensuite, pour continuer avec les conditions d'application de la DGC-FCE, on a un test de 24 mois avant la disposition. Donc, tout au long des 24 mois avant la disposition des actions, nulle autre personne que le particulier ou une personne ou société de personnes liées n'a été propriétaire des actions. Ça, tout à l'heure, je vous parlais d'un allègement qui permettait à la fiducie de distribuer à un de ses bénéficiaires qui est un particulier. Ça va nous permettre de régler cette condition-là aussi parce que la fiducie va être réputée liée à l'actionnaire, en fait, à son bénéficiaire. Et puis, plus de 50 de la JVM des actions découle d'actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement. Puis ça, on va y revenir parce que c'est une différence avec le test d'APE puis de SEPE. Immédiatement avant la disposition aussi, la société n'est pas une société professionnelle, incluant chaque société affiliée. Puis une société professionnelle, c'est un terme qui est défini dans la loi. C'est une société qui exerce la profession d'avocat, chiropraticien, comptable, dentiste, médecin, vétérinaire. Donc, c'est limitatif, c'est juste ça. La fiducie, l'autre condition, c'est que la fiducie ne contrôle pas une société dont les employés sont bénéficiaires dans la fiducie. C'est-à-dire la fiducie qui acquiert les actions n'est pas déjà une FCE par rapport à une autre entreprise. Donc ici, pour notre petit scénario clé, ce qui est intéressant, c'est que là où on ne pourrait pas nécessairement bénéficier de la DGC standard, on pourrait potentiellement bénéficier de la DGC FCE. Parce que le test ici, le test n'exige pas que le test d'actifs, n'exige pas que l'entreprise soit exploitée principalement au Canada, comme on peut le voir pour le test de SEPE, mais plutôt simplement la valeur des actifs provienne d'une entreprise exploitée activement, point. Donc, dans une situation où l'entreprise de société cible, disons, serait exploitée dans plusieurs pays, donc une multinationale, bien, à ce moment-là, elle pourrait potentiellement se qualifier pour la DGC-FCE, mais alors qu'elle ne se qualifierait pas pour la DGC standard. Également, là, quelque chose qui est intéressant, mais une mécanique qui est quand même à suivre minutieusement, c'est le test de 90 et de 50 Donc, ici, on a une situation, par exemple, où la société cible a une filiale numéro 1, une filiale numéro 2, et c'est la filiale qui a les actifs utilisés activement dans une entreprise. Dans une situation comme ça, on sait que le test de transfert admissible d'entreprise exige que 90 le test d'actifs de 90 immédiatement avant avant la vente et exige que les actifs soient détenus par la société cible ou une filiale détenue à 100 et contrôlée par la société cible. Donc, au moment du transfert admissible d'entreprise, c'est nécessaire que soit la société cible détienne les actifs utilisés dans l'entreprise ou qu'une filiale à 100 le détienne. Donc, ici, notre filiale numéro 2 ne nous permettrait pas de venir rencontrer notre test immédiatement avant la vente. Par contre, pour notre test de la DGC-FCE, qui est un test de 50 sur les 24 mois avant, là, on serait correct. Puis ça, c'est un point qui est peut-être où on diverge par rapport à certains autres commentateurs de la loi, qui, eux, comprennent la mesure comme disant qu'on ne peut pas avoir un holding, que
la société cible, pour avoir le 10 millions d'exemption, il faut absolument qu'on achète la société cible. On ne peut pas acheter un holding parce qu'on n'est pas capable de se fier aux actifs puis à l'entreprise d'une société filiale. Par contre, à notre lecture de la loi, on n'est pas de la même opinion parce que vraiment, ça dit au test de la DGC-FCE que dans les 24 mois avant la vente, ça exige que la valeur découle d'une entreprise exploitée activement, point. Ça ne vient pas dire d'une entreprise exploitée par la société cible, etc., alors que dans nos tests d'APE, on le voit clairement, ce test-là, il vient de préciser exactement par qui l'entreprise doit être exploitée. Donc, dans la mesure où on viendrait fusionner filiale 1 et filiale 2 immédiatement avant la vente, on pourrait se qualifier pour la DGC-FCE. Également, attendez un petit peu, je pense que j'ai sauté. Oui, dans les dernières conditions, donc au moment de la disposition, il faut que le particulier qui vend ait au moins 18 ans. Et puis, tout au long de la période de 24 mois qui se termine avant la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait part activement de façon régulière et continue dans les activités de l'entreprise. Ça, c'est important parce que c'est complètement différent du test de la DGC standard. Il n'y a pas ce critère-là. Donc, c'est un nouveau critère. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que le test de 24 mois, ce n'est pas immédiatement avant la vente, c'est juste que dans toute période de 24 mois, à condition que ça ait eu lieu à un moment donné avant la vente, ça va nous permettre de se qualifier. Ce qui est important aussi dans la DGC, contrairement à la DGC standard qu'on peut multiplier par l'entremise, par exemple, d'une fiducie familiale, la DGC FCE, c'est un 10 millions qui est partageable. Donc, si on a plusieurs actionnaires qui vendent, bien, c'est sûr qu'ils vont devoir se la partager. Et puis également qu'il va falloir faire attention d'où nos actions tirent leur valeur, parce que s'il y a d'autres actions dans le portrait qui tirent leur valeur de la même entreprise, bien, le 10 millions va être partagé aussi avec ces actions-là. Ici, un élément qui est vraiment crucial dans la DGC, puis DGC-FCE, qui est vraiment complètement différent de la DGC standard, c'est les faits qui peuvent donner lieu à une exclusion. Donc, puis vous allez voir que les conséquences sont assez graves quand on a une exclusion. Puis ça peut vraiment mettre à risque, puis probablement dissuader des vendeurs d'utiliser ça, puis de vouloir, se rabattre sur cette DGC-là. Donc, on va avoir un élément d'exclusion au premier des deux moments suivants. Donc, le premier moment, c'est le moment où la fiducie cesse d'être une FCE. Ça, tout à l'heure, Romy a énoncé tous les critères qu'il fallait respecter pour se qualifier d'FCE, notamment que 90% et plus de la JVM des biens de la fiducie soit des actions d'une entreprise admissible. Donc, on ne peut pas avoir trop de cash, mais aussi, il faut avoir une entreprise admissible. Ce qui veut dire que si jamais un jour la FCE vend son entreprise, bien, elle cesse d'être une FCE et là, on a un événement d'exclusion. Également, on a un deuxième événement d'exclusion au début de l'année au cours de laquelle moins de 50% de la JVM des actions de l'entreprise admissible est attribuable aux éléments d'actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente. Donc, rapidement, ça, c'est un test de valeur d'actifs sur 2 ans, sur 2 exercices, qui fait en sorte que on a un test à remplir en tout temps, mais on peut redresser la barre puisque le test est sur 2 ans. Donc, si jamais on est en dessous de 50%, on n'est pas automatiquement disqualifié. On peut essayer de rectifier les choses. Pourquoi est-ce que c'est... Puis là, on a fait une petite ligne du temps que je vais vous laisser lire plus tard. Pourquoi c'est important? C'est parce que les conséquences d'une exclusion sont quand même très importantes et vont dépendre de quand est-ce que le moment d'exclusion ou l'événement d'exclusion a lieu. Donc, si ce moment-là a lieu dans les 24 mois suivant la vente des actions, bien à ce moment-là, la DGC-FCE va être réputée ne jamais avoir été prise. Alors ça, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vendeur se retrouve à devoir réaliser un gain en capital qu'il pensait qu'il avait réussi à exempter en prenant son exemption. Puis je rajouterais que ça, c'est d'autant plus problématique que le fait que la fiducie se disqualifie d'être une FCE, ce n'est pas dans son contrôle à lui. Lui, il a déjà dû céder le contrôle de son entreprise à une FCE. Puis après, c'est aux fiduciaires de gérer leur conformité puis s'assurer. Mais si la FCE vend dans les 24 mois, bien à ce moment-là, le vendeur va devoir payer du gain en capital sur ce qu'il avait exempté.
Si le fait menant à une exclusion survient après le 24e mois, après la vente, bien à ce moment-là, c'est la FCE qui doit réaliser un gain en capital équivalent à l'exemption que le vendeur avait pris. Puis ça, ce que j'aimerais souligner, c'est que ce test-là, il n'est pas du tout limité dans le temps. Fait que ça veut dire que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, la fiducie vend sa compagnie ou peu importe se disqualifie, mais la fiducie va avoir un gain en capital à payer sur l'exemption qui avait été prise par le vendeur. Donc, c'est pour ça que beaucoup de monde se disent, bien, ce n'est pas vraiment une exemption, ce n'est pas vraiment une déduction, c'est une sorte de report d'impôt, puis ce passif fiscal-là va toujours demeurer là, sur la tête de la FCE après les 24 mois. Très rapidement, prochain scénario clé, on se demande des fois dans une situation où on a déjà une fiducie familiale en place qui nous permettent de multiplier la DGC, bien, est-ce que ça vaut la peine de mettre en place une FCE si on est capable de multiplier la DGC standard puis d'aller chercher notre 10 millions en multipliant avec plusieurs membres de notre famille? Donc ça va être une question qu'on va devoir se poser si un vendeur ne veut pas se badrer de toutes les restrictions et tous les risques inhérents à une FCE. En conclusion, on pense que c'est un super bon départ, les FCE. C'est d'autant plus attrayant là, que, justement, les vendeurs vont pouvoir bénéficier d'une exemption de 10 millions. C'est probablement la mesure qui va le plus les inciter à utiliser ce véhicule-là. Par contre, comment est-ce qu'on pourrait rendre la FCE encore plus attrayante? Bien, notamment, on pense que c'est de revoir l'exigence de l'acquisition de contrôle, parce que quand il y a une grosse balance de prix de vente qui est due au vendeur, il va vouloir garder le contrôle sur la société, il va vouloir s'assurer que la société, les affaires de la société se déroulent bien, puis protéger sa créance. De la même manière, si on permet que l'acquisition, bien, que le contrôle ne soit pas détenu par la fiducie, ça va nous donner plus d'options de financement, par exemple des private equity funds qui vont investir sous forme de capital, qui vont vouloir avoir le contrôle de la société puis qui vont progressivement donner le contrôle aux employés. Bien, ça deviendrait une option de financement, puis ça viendrait favoriser ce genre d'acquisition par les employés. Puis également, on pourrait permettre un transfert progressif, ce qui est beaucoup plus logique, à mon humble avis, qu'un vendeur va vouloir progressivement transférer par tranche son entreprise à ses employés, et ça permettrait donc de le faire. Également, on suggère de prolonger la DGC-FCE au-delà de 2026 parce qu'un délai de 2 ans, c'est beaucoup trop court. Puis dans les pays où les FCE ont été mises en place, par exemple au Royaume-Uni, dans les 2 premières années, il y avait très peu d'adoption de ce véhicule-là, mais dans les années après les 2 premières années, là, c'est devenu vraiment populaire. Alors, si on veut faire la même chose, il faudrait prolonger la DGC. Et finalement, il faudrait limiter l'applicabilité d'un fait donnant lieu à une exclusion parce que c'est une épée de Damoclès qui va être sur la tête des vendeurs en tout temps. Ça va être un risque qu'ils ne vont peut-être pas vouloir prendre quand ils ont d'autres alternatives. Et puis également, c'est juste un passif fiscal sur la tête des employés qui va se réaliser un jour. Donc, ça conclut notre présentation. Merci beaucoup d'être là, puis bon congrès.